La chambre qui ne s'ouvrait jamais. Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires qui explorent les mystères de l'âme humaine et les secrets que nous gardons enfouis. Si tu apprécies ce moment de plongée dans l'inconnu, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à continuer de créer ces récits qui questionnent et fascinent. Alors, installe-toi confortablement, apaise ton esprit, et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. L'histoire d'une porte qui refuse de s'ouvrir, et d'un secret qui attend patiemment d'être accueilli. Il existe dans chaque famille des silences. Des sujets dont on ne parle pas, des questions qu'on n'ose pas poser, des pièces du puzzle familial volontairement laissées dans l'ombre. La famille Valmont ne faisait pas exception. Depuis 3 générations, ils portaient un silence particulier, un secret matérialisé par une simple porte au 2e étage de leur vaste demeure ancestrale. Une porte de chêne sombre, ornée de ferrures anciennes, qui était restée fermée depuis si longtemps que personne ne se souvenait exactement quand elle avait été verrouillée pour la dernière fois. Cette maison, située dans les collines du Périgord, avait vu défiler les Valmont depuis le 19e siècle. Ses murs épais de pierre calcaire avaient absorbé les rires et les pleurs de plusieurs générations, témoins silencieux des joies et des tragédies qui tissent l'histoire de toute famille. Mais parmi toutes les pièces de cette demeure imposante, une seule restait inaccessible, verrouillée non seulement par une serrure mais par quelque chose de plus puissant encore. Un accord tacite de ne jamais en parler, de ne jamais demander, de ne jamais essayer d'ouvrir. Quand on était enfant dans la famille Valmont, on apprenait rapidement. On apprenait à éviter le regard interrogateur quand on passait devant cette porte lors des jeux de cache-cache. On apprenait à détourner les yeux de la lumière étrange qui semblait filtrer sous le seuil chaque soir, bien que la pièce soit censée être vide et obscure. On apprenait à ne pas poser de questions quand les adultes échangeaient des regards lourds de sens en passant devant. On apprenait que certaines portes sont fermées pour de bonnes raisons, même si ces raisons restent mystérieuses. Gabriel Valmont avait grandi avec cette porte fermée comme toile de fond de son enfance. Petit garçon, il se plantait parfois devant elle, fasciné par son mystère, essayant d'entrevoir quelque chose par le trou de la serrure ou de percevoir des sons à travers le bois épais. Mais il n'y avait jamais rien. Juste le silence. Et cette lumière, cette étrange luminosité douce qui apparaissait chaque soir au crépuscule, glissant sous la porte comme une promesse ou un avertissement. Ses parents l'avaient surpris plusieurs fois dans ses observations clandestines et l'avaient gentiment mais fermement éloigné. « Cette pièce ne nous concerne plus, Gabriel. Laisse-la tranquille. » C'était tout ce qu'ils disaient, et le ton de leur voix ne laissait aucune place à la discussion. À l'adolescence, Gabriel avait essayé de percer le mystère par d'autres moyens. Il avait fouillé les archives familiales, cherché d'anciennes clés dans le grenier, interrogé subtilement sa grand-mère lors de ses visites. Mais chaque tentative se heurtait à un mur invisible de résistance. Sa grand-mère, habituellement bavarde et prompte à raconter des anecdotes familiales, devenait soudain évasive, changeait de sujet, trouvait une excuse pour quitter la pièce. Les archives ne mentionnaient jamais cette chambre spécifique, comme si elle avait été effacée de l'histoire officielle de la maison. Et les clés trouvées dans le grenier, essayées une à une dans un moment de rébellion adolescente, ne correspondaient à aucune serrure de la maison, et certainement pas à celle de la porte mystérieuse. Puis Gabriel était parti. À 18 ans, attiré par les lumières de Paris et désireux de construire sa propre vie loin de l'atmosphère parfois étouffante de la demeure familiale, il avait quitté le Périgord pour des études d'architecture. Les années avaient passé rapidement, remplies d'examens, de stages, de premiers emplois, de relations amoureuses, de l'agitation incessante de la vie urbaine. Il revenait rarement à la maison familiale, et quand il le faisait, c'était pour de brèves visites pendant les fêtes, passées principalement dans le salon et la salle à manger, évitant instinctivement le 2e étage et son mystère non résolu. Maintenant, à 35 ans, Gabriel était un architecte établi avec sa propre agence à Paris. Il avait épousé Camille, une professeure de littérature, et ensemble ils avaient une petite fille de 4 ans, Léa. Sa vie était remplie, satisfaisante, ancrée dans le présent et tournée vers l'avenir. Le passé, avec ses mystères et ses silences, semblait appartenir à une autre vie, à un autre Gabriel. Jusqu'à ce coup de téléphone qui avait tout changé.
Sa mère l'avait appelé un mardi matin. Sa voix, habituellement si posée et contrôlée, tremblait légèrement. « Gabriel, ton père a fait une chute. Rien de grave, mais le médecin dit qu'il a besoin de repos. Et j'ai réfléchi. La maison est trop grande pour nous maintenant. Nous vieillissons. Il est temps de vendre. » Gabriel avait senti son cœur se serrer. Vendre la maison familiale? L'idée lui semblait à la fois logique et déchirante. « Je comprends, maman. Tu veux que je vienne vous aider à organiser tout ça ?» Un silence au bout de la ligne, puis « Oui. Et Gabriel? Il faudra aussi s'occuper de cette chambre. On ne peut pas la laisser fermée éternellement. Les acheteurs voudront voir toutes les pièces. » Gabriel avait raccroché avec un sentiment étrange au creux de l'estomac. Après toutes ces années, le mystère allait enfin être résolu. Ou plutôt, il allait devoir être confronté. Il expliqua la situation à Camille, qui l'encouragea à y aller. « Tu m'as parlé de cette porte depuis notre première rencontre. Peut-être que c'est le moment de découvrir ce qu'il y a derrière. Et qui sait, peut-être que ce n'est rien, juste une vieille pièce oubliée. » Gabriel voulait le croire, mais quelque chose au fond de lui savait que ce ne serait pas si simple. Le voyage en train jusqu'au Périgord lui donna du temps pour réfléchir. Il regardait le paysage défiler par la fenêtre, les champs verts se transformant progressivement en collines boisées, et des souvenirs remontaient à la surface. Des souvenirs d'enfance, de jeux dans le jardin, de dîners familiaux, de nuits passées à regarder les étoiles depuis la terrasse. Mais entrelacé avec ces souvenirs heureux, il y avait toujours cette présence fantomatique de la porte fermée, comme une note dissonante dans une symphonie par ailleurs harmonieuse. Ses parents l'accueillirent avec leur chaleur habituelle. Son père, bien que visiblement fragilisé par sa chute, gardait son sourire stoïque. Sa mère avait préparé son plat préféré, comme elle le faisait toujours quand il revenait. Ils dînèrent ensemble, parlant de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet de la chambre fermée. Mais elle était là, présente dans chaque silence, dans chaque regard évité, comme un invité invisible à table. Ce n'est que le lendemain matin, après le petit déjeuner, que sa mère aborda finalement le sujet. « Gabriel, pour la chambre, nous n'avons jamais trouvé la clé. Ton grand-père l'a fermée il y a très longtemps, et la clé a disparu avec lui. Tu vas probablement devoir faire venir un serrurier pour la forcer. » Gabriel hocha la tête, mais quelque chose dans l'expression de sa mère l'arrêta. Ce n'était pas seulement de la résignation, c'était de la peur? De l'appréhension? « Maman, qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Pourquoi a-t-elle été fermée ?» Sa mère soupira profondément, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse de café. « Je ne sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Ton grand-père ne nous l'a jamais dit. Mais je sais pourquoi il l'a fermée. C'était la chambre de ton oncle Antoine. » Gabriel fronça les sourcils. « Antoine? Je ne savais pas que papa avait un frère. » Sa mère acquiesça lentement. « Il n'en parle jamais. Antoine était son frère cadet, de 2 ans son Benjamin. Il est mort très jeune, à 16 ans, dans des circonstances difficiles. Un accident, disait-on officiellement. Mais il y avait des murmures, des choses non dites. Ton grand-père, dans son chagrin, a fermé la chambre d'Antoine le jour de l'enterrement et a juré que personne n'y entrerait jamais plus. C'était sa façon de gérer la douleur, je suppose. Et depuis, c'est resté ainsi. Un secret de famille, un deuil qu'on n'a jamais vraiment fait. » Gabriel restait silencieux, absorbant ces informations. Un oncle dont il n'avait jamais entendu parler, mort tragiquement, sa chambre transformée en tombeau scellé. Cela expliquait le silence, l'évitement. Mais cela expliquait-il la lumière sous la porte? « Maman, et cette lumière qu'on voit chaque soir ?» Sa mère détourna le regard. « Je sais. Je l'ai vue toute ma vie. Au début, je pensais que c'était mon imagination, ou un reflet étrange. Mais non, elle est réelle. Je ne peux pas l'expliquer. Personne ne peut. » Ce soir-là, Gabriel se retrouva seul au 2e étage. Ses parents s'étaient retirés tôt,
fatigué. Il se tenait dans le couloir faiblement éclairé, face à la porte de chêne. Et comme promis, comme gravé dans ses souvenirs d'enfance, une lumière douce filtrait sous le seuil. Ce n'était pas une lumière électrique, froide et constante. C'était plus doux, plus chaud, presque vivant, pulsant légèrement comme une respiration. Gabriel s'agenouilla, plaça sa main près de la fente sous la porte. Il pouvait sentir quelque chose, pas de la chaleur exactement, mais une énergie, une présence. Il se releva, posa sa main sur la poignée de porte. Le métal était froid sous ses doigts. Il essaya de tourner, sachant que ce serait vain. La porte était verrouillée, comme elle l'avait toujours été. Mais au moment où sa main toucha la poignée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une vague de sensations le submergea, si intense qu'il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Ce n'étaient pas ses souvenirs. C'étaient d'autres souvenirs. Des souvenirs qu'il n'avait jamais vécus mais qui étaient d'une clarté hallucinante. Il voyait un adolescent, peut-être 16 ans, aux traits qui ressemblaient étrangement à ceux de son père. Antoine, l'oncle qu'il n'avait jamais connu. Il le voyait rire, assis sur le lit de cette chambre, entouré de livres et de cahiers. Il écrivait quelque chose, de la poésie peut-être, son visage concentré mais heureux. Puis la scène changeait. Le même garçon, mais plus triste maintenant, regardant par la fenêtre avec une expression de désespoir qui fendait le cœur. Des larmes coulaient sur ses joues. Gabriel sentait sa douleur comme si c'était la sienne propre. Un chagrin si profond qu'il était presque insupportable. D'autres images affluaient, se bousculant dans son esprit comme les pages d'un album photo feuilleté trop rapidement. Antoine avec un autre garçon, leurs mains secrètement enlacées dans le jardin. Antoine cachant des lettres sous son matelas, des lettres d'amour écrites avec une passion déchirante. Antoine face à son père, le grand-père que Gabriel n'avait jamais connu, dont le visage était tordu de colère et de dégoût. Des mots silencieux échangés mais dont l'impact résonnait à travers les décennies. Honte, déshonneur, impossible, jamais. Et puis, l'image finale. Antoine dans cette même chambre, seul, ayant pris une décision irréversible. La tristesse dans ses yeux n'était plus du désespoir mais une sorte de paix résignée. Gabriel vit la lettre laissée sur le bureau, vit Antoine ouvrir la fenêtre, vit. Et puis les images s'arrêtèrent brutalement. Gabriel se retrouva sur le sol du couloir, haletant, des larmes coulant sur son visage sans qu'il s'en soit rendu compte. Il comprenait maintenant. Antoine ne s'était pas simplement éteint d'accident. Il avait choisi de partir, incapable de vivre dans un monde qui rejetait qui il était vraiment. Et sa famille, plutôt que d'affronter cette vérité douloureuse, plutôt que de faire leur deuil ouvertement, avait enfermé le secret derrière une porte verrouillée, espérant que le silence le ferait disparaître. Mais les secrets ne disparaissent jamais. Ils persistent, s'infiltrent, empoisonnent lentement. Cette porte fermée n'avait pas protégé la famille de la douleur, elle l'avait seulement figée, suspendue dans le temps, condamnant chaque génération à porter un poids dont elle ne comprenait même pas l'origine. Gabriel se releva lentement, s'essuya les yeux. Il comprenait maintenant pourquoi il avait toujours ressenti cette lourdeur dans cette maison, pourquoi ses parents semblaient porter une tristesse inexpliquée, pourquoi tant de choses restaient non dites dans la famille Valmont. Il redescendit, trouva ses parents au salon. Son père lisait le journal, sa mère tricotait. Des occupations normales, banales. Mais Gabriel voyait maintenant le poids qu'ils portaient, la tension dans leurs épaules, l'ombre dans leurs regards. Il s'assit en face d'eux, et ils levèrent les yeux, surpris par l'intensité de son expression. « Papa, dit Gabriel doucement, parle-moi d'Antoine. » Le journal tomba des mains de son père. Sa mère arrêta de tricoter. Le silence s'étira, lourd, chargé de décennies de non-dits. Puis, lentement, comme une digue qui cède enfin, son père commença à parler. Sa voix était rauque, brisée par l'émotion. Antoine était mon petit frère. Il était brillant, sensible, drôle. Je l'adorais. Il s'arrêta, déglutit avec difficulté. Il était différent. À une époque où être différent était considéré comme une honte. Il aimait quelqu'un, un garçon du village.
Mon père l'a découvert. Il y a eu une confrontation terrible. Des mots ont été dits, des mots qu'on ne peut jamais reprendre. Et Antoine, il n'a pas pu supporter le poids du rejet, de la condamnation. Il a choisi de partir. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de son père, un homme que Gabriel n'avait jamais vu pleurer auparavant. J'avais 18 ans. J'aurais dû le défendre. J'aurais dû lui dire que je l'aimais quoi qu'il arrive. Mais j'étais lâche. J'ai eu peur du jugement de mon père, de la honte familiale. Je suis resté silencieux. Et le lendemain, il était parti. Mon père a fermé la chambre, a interdit qu'on prononce son nom, a transformé sa mort en accident aux yeux du village. Il a emporté le secret dans sa tombe. Et moi, j'ai porté ma culpabilité toute ma vie. Gabriel se leva, prit son père dans ses bras, un geste rare entre eux. Papa, tu étais jeune. Tu n'es pas responsable. Mais son père secoua la tête. Peut-être. Mais j'aurais pu faire différemment. J'aurais pu honorer sa mémoire plutôt que de l'enterrer avec lui. J'aurais pu parler de lui à mes enfants, à mes petits-enfants. Au lieu de ça, j'ai perpétué le silence. Et ce silence a empoisonné notre famille pendant 3 générations. Cette nuit-là, Gabriel ne put dormir. Il retourna au 2e étage, se planta à nouveau devant la porte fermée. La lumière était toujours là, peut-être même plus intense. Il s'assit par terre, le dos contre le mur opposé, regardant la porte. « Antoine » murmura-t-il dans le silence. « Je suis Gabriel, ton neveu. Je ne t'ai jamais connu, mais je te connais maintenant. Je connais ta douleur, ton secret, ta vérité. Et je veux que tu saches quelque chose. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'avais pas à avoir honte. C'est le monde qui avait tort, pas toi. » Les mots coulaient de lui, librement, comme s'il les avait retenus toute sa vie sans le savoir. Je suis désolé que personne ne t'ait dit ça de ton vivant. Je suis désolé que tu te sois senti si seul, si rejeté. Mais je te le dis maintenant. Tu étais digne d'amour. Tu es digne d'être rappelé, honoré, pleuré ouvertement. Ta vie comptait. Ton amour comptait. Ta douleur comptait. Gabriel sentait les larmes couler, mais il continuait. « Je te promets quelque chose. Ton histoire ne sera plus un secret. Je la raconterai à ma fille. Je m'assurerai que tu ne sois pas oublié, pas effacé. Tu fais partie de notre famille, de notre histoire. Et tu y as ta place. » Alors qu'il prononçait ces mots, quelque chose de remarquable se produisit. La lumière sous la porte, qui avait brillé constamment pendant des décennies, commença à s'intensifier. Elle devint plus brillante, presque aveuglante, remplissant le couloir d'une lumière dorée et chaude. Gabriel ferma instinctivement les yeux, mais même à travers ses paupières closes, il pouvait voir la luminosité. Et avec la lumière, il sentit une présence, quelque chose de doux, de reconnaissant, de libéré. Puis, aussi progressivement qu'elle s'était intensifiée, la lumière commença à s'estomper. Pas brusquement, mais comme une bougie qu'on souffle doucement. Gabriel ouvrit les yeux. La lumière sous la porte diminuait, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une faible lueur, puis un simple fil, puis rien. Pour la première fois depuis des décennies, la porte était sombre. Complètement, totalement sombre. Gabriel resta assis là jusqu'à l'aube, dans un état de paix profonde qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Quelque chose s'était libéré, pas seulement pour Antoine, mais pour toute la famille. Le poids qu'il avait toujours porté sans comprendre son origine, cette lourdeur inexpliquée qui semblait faire partie de l'ADN familial, avait disparu. Il se sentait léger, comme si des chaînes invisibles venaient de tomber. Au matin, ses parents le trouvèrent endormi dans le couloir, devant la porte. Sa mère le réveilla doucement. « Gabriel, que fais-tu là ?» Il ouvrit les yeux, leur sourit. « J'ai parlé à Antoine. Et je crois qu'il a entendu. » Son père, qui était monté derrière sa mère, regarda la porte, remarqua immédiatement l'absence de lumière. Ses yeux s'élargirent. « La lumière, elle est partie. » Gabriel hocha la tête. «
Oui. Je crois qu'Antoine attendait juste qu'on l'accepte, qu'on reconnaisse sa vérité. Il n'avait pas besoin qu'on ouvre la porte. Il avait besoin qu'on ouvre nos cœurs. Dans les jours qui suivirent, la famille Valmont commença un processus de guérison qu'elle aurait dû entamer des décennies auparavant. Le père de Gabriel, pour la première fois en plus de 50 ans, parla ouvertement d'Antoine. Il sortit de vieux albums photos qu'il avait cachés, montrant le visage souriant de ce frère perdu. Il raconta des histoires sur leur enfance, sur la personnalité brillante et sensible d'Antoine, sur ses rêves et ses passions. Et en racontant, il pleurait, libérant enfin un chagrin trop longtemps contenu. Gabriel appela Camille, lui raconta tout. Elle écouta avec compassion, puis dit quelque chose qui le frappa profondément. « Tu sais, les secrets familiaux se transmettent même quand on ne les connaît pas consciemment. Ils créent des patterns, des peurs inexpliquées, des silences qui se répètent de génération en génération. En brisant ce silence, tu as libéré non seulement Antoine et ton père, mais aussi toi-même, et Léa, et toutes les générations à venir. » Quant à la porte elle-même, elle resta fermée. Pas par peur ou par évitement cette fois, mais par choix conscient. Gabriel et ses parents décidèrent qu'ils n'avaient finalement pas besoin de l'ouvrir physiquement. La vraie ouverture avait eu lieu à l'intérieur, dans leur cœur, dans leur capacité à enfin affronter et accepter le passé. Quand la maison fut mise en vente, Gabriel expliqua honnêtement aux acheteurs potentiels qu'il y avait une pièce fermée dont la clé était perdue. La plupart s'en désintéressèrent, mais finalement, une famille acheta la propriété, intriguée plutôt que rebutée par ce mystère. « Si un jour vous décidez de forcer la serrure, » dit Gabriel au nouveau propriétaire lors de la signature, « sachez que cette pièce porte une histoire. Une histoire de douleur, mais aussi de libération. Traitez-la avec respect. » L'homme hocha la tête, semblant comprendre qu'il y avait là plus qu'une simple chambre fermée. Des mois plus tard, Gabriel reçut une lettre de cet homme. « Cher monsieur Valmont, je voulais vous informer que nous avons finalement ouvert la chambre. Un serrurier est venu, et la porte a cédé facilement, comme si elle n'attendait que le bon moment. À l'intérieur, nous avons trouvé une chambre figée dans le temps, préservée comme si son occupant venait juste de sortir. Des livres, des cahiers remplis de poésie magnifique, des lettres d'amour jamais envoyées. Nous avons tout conservé précieusement. J'ai pris la liberté de faire numériser la poésie. Je vous l'envoie en pièces jointes, pensant que vous voudriez peut-être la conserver. Votre oncle était un écrivain doué. Son œuvre mérite d'être préservée. » Gabriel ouvrit les fichiers joints avec des mains tremblantes. Page après page de vers sensibles, profonds, douloureux mais beaux. La voix d'Antoine, silencieuse pendant si longtemps, parlait enfin. Il lut toute la nuit, découvrant cet oncle qu'il n'avait jamais connu à travers ses propres mots. Et il pleura, mais c'étaient des larmes de gratitude maintenant, pas de douleur. Il fit imprimer les poèmes dans un petit recueil relié. Sur la couverture, il fit graver « Antoine Valmont, 1952 à 1968, une voix retrouvée ». Il en donna des exemplaires à son père, qui le lut avec des larmes silencieuses coulant sur ses joues ridées. Il en donna un à sa mère, qui le posa sur sa table de chevet et le relisait souvent. Et il en garda un pour Léa, pour quand elle serait assez grande pour comprendre. Un soir, alors que Léa avait presque 6 ans, elle grimpa sur les genoux de Gabriel et demanda « Papa, c'est quoi ce livre que tu regardes souvent ?» Gabriel prit une grande respiration. Il était temps. C'est le livre de poésie de ton grand-oncle Antoine. Il est mort bien avant ta naissance, et pendant longtemps, personne ne parlait de lui. Mais maintenant, on se souvient. Et je veux que tu te souviennes aussi. Léa toucha la couverture avec révérence. Il était gentil. Gabriel sourit. Oui, très gentil. Et très courageux, à sa façon. Il a aimé quelqu'un que le monde lui disait qu'il ne devait pas aimer. Mais l'amour, Léa, c'est toujours beau, peu importe qui on aime. Léa hocha la tête avec le sérieux des enfants. Tu me liras ces poèmes quand je serai plus grande. Oui, ma chérie. Je te les lirai. Et je te raconterai son histoire.
Parce que c'est important de se souvenir, même des parties tristes de notre histoire familiale. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on devient meilleur. Les années passèrent. Gabriel ne retourna jamais dans la maison de son enfance, maintenant habitée par une autre famille. Mais il portait la leçon de la chambre fermée partout avec lui. Il apprit à ne pas enfouir les choses difficiles, à ne pas créer de secrets qui empoisonneraient les générations futures. Quand des conflits surgissaient dans sa propre famille, il les affrontait ouvertement, avec amour mais avec honnêteté. Il créait un héritage différent pour Léa, un héritage de transparence et d'acceptation. Son père, libéré du fardeau de son silence, vécut ces dernières années avec une paix qu'il n'avait jamais connue. Sur son lit de mort, il tint la main de Gabriel et murmura « Merci d'avoir ouvert la porte. Pas celle en bois, mais celle de mon cœur. Je vais pouvoir retrouver Antoine maintenant, et lui dire enfin tout ce que j'aurais dû lui dire il y a si longtemps. » Il mourut avec un sourire, et Gabriel savait que c'était un sourire de retrouvailles, pas de fin. Un jour, alors que Léa était devenue une jeune femme, elle vint voir Gabriel avec une question. « Papa, tu te souviens de l'histoire d'Antoine ? J'ai écrit une pièce de théâtre basée sur sa vie, sur son amour, sur sa tragédie. Je veux la monter. Mais je voulais d'abord ta permission. » Gabriel lut le manuscrit, et fut bouleversé par la sensibilité et la compréhension que sa fille avait apportée à l'histoire. « Oui, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Oui, fais-le. C'est exactement ce qu'Antoine aurait voulu. Que son histoire soit racontée, que son amour soit célébré, que sa vie compte. » La pièce fut montée dans un petit théâtre parisien. Gabriel y assista avec Camille, maintenant des cheveux gris dans ses cheveux. Alors qu'il regardait l'acteur incarner Antoine, dire ses propres mots, vivre son histoire devant un public attentif, Gabriel sentit quelque chose se fermer en lui. Un cycle achevé. Un secret transformé en article. Une douleur devenue beauté. Ce qui avait été enfermé pendant des décennies dans une chambre sombre brillait maintenant sous les projecteurs, offert au monde, transformé en quelque chose qui pouvait toucher, enseigner, inspirer. Après la représentation, une jeune femme s'approcha de Gabriel. « Monsieur Valmont, je voulais vous remercier. L'histoire d'Antoine, elle m'a profondément touchée. J'ai moi aussi des secrets dans ma famille, des choses qu'on ne dit pas. Voir cette pièce m'a donné le courage de commencer à en parler. Vous avez transformé une tragédie familiale en quelque chose de beau et d'important. Merci. » Gabriel serra sa main, ému. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est Antoine. Il nous a tous enseigné que ce qu'on enferme ne disparaît jamais, mais qu'il peut nous libérer le jour où on choisit de l'accepter. » Cette nuit-là, dans son appartement parisien, Gabriel sortit son propre exemplaire du recueil de poèmes d'Antoine. Il l'ouvrit à une page au hasard et lut « Les portes que nous fermons ne protègent pas nos secrets, elles les emprisonnent. Et nous devenons geôliers de nos propres vérités, enfermés à l'extérieur de nous-mêmes. » Antoine avait écrit ces mots à 16 ans, un an avant sa mort. Comme s'il savait déjà ce qui allait arriver, comme s'il laissait un message pour le futur. Gabriel ferma le livre, le tint contre son cœur. « Tu as raison, Antoine. Les portes fermées ne protègent rien. Elles empêchent juste la guérison. Mais maintenant, ta porte est ouverte. Ton histoire est libre. Et nous le sommes aussi. » Il regarda par la fenêtre, vers le ciel nocturne étoilé. Quelque part là-haut, ou peut-être nulle part et partout à la fois, il sentait qu'Antoine souriait enfin, libéré non par l'oubli mais par le souvenir, non par le silence mais par la parole, non par le rejet mais par l'acceptation. La chambre qui ne s'ouvrait jamais avait finalement accompli son but. Non pas en révélant ce qu'elle contenait physiquement, mais en forçant une famille à affronter ce qu'elle avait enfermé émotionnellement. Elle avait tenu le secret en sécurité jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à l'accueillir avec amour plutôt qu'avec peur. Et dans cette acceptation, elle avait offert à tous la plus grande des libérations, la permission d'être pleinement humain, avec toutes nos complexités, nos douleurs, nos vérités. Car au final, ce que Gabriel avait appris, ce qu'Antoine avait essayé de nous dire à travers les décennies,
c'est que ce que nous enfermons le plus profondément ne disparaît jamais. Ces secrets, ces douleurs, ces vérités non dites continuent de vivre, se transmettant silencieusement de génération en génération, créant des ombres et des poids que nous portons sans comprendre pourquoi. Mais ils peuvent aussi nous libérer, le jour où nous trouvons le courage de les accueillir, de les regarder en face, de les accepter comme partie intégrante de notre histoire. C'est alors seulement que les portes peuvent vraiment s'ouvrir, non pas dans le monde physique, mais dans l'espace le plus important de tous, celui de nos cœurs. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi ce soir. J'espère que l'histoire de la chambre fermée t'a touché, qu'elle t'a fait réfléchir aux secrets que nous portons tous, individuellement et collectivement. Nous avons tous des portes fermées en nous, des parties de notre histoire que nous préférons ne pas regarder, des vérités que nous enfouissons par peur ou par honte. Mais ces secrets ne nous protègent pas, ils nous emprisonnent. C'est seulement en les accueillant, en les acceptant avec compassion, que nous pouvons vraiment guérir et libérer les générations futures du poids que nous portons. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour d'autres récits qui explorent les profondeurs de l'âme humaine. Prends soin de toi, aie le courage d'ouvrir tes propres portes intérieures. Et n'oublie pas que l'acceptation est toujours plus libératrice que le silence. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.